avant de donner la parole à Sarah et à Pierre-Emmanuel qui vont aller dans le fond des choses, je vais d'abord vous présenter en fait le contexte général. Donc, en fait, cette loi d'août 2021, d'où ça vient? Ça vient d'une recommandation du GAFI, donc c'est le Groupement d'action financière, qui est un organe qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui a recommandé aux différents pays de mettre en place un cadre complet et cohérent et des mesures pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, c'est dans ce cadre que cette loi a vu le jour, ainsi que d'autres mesures que vous connaissez sûrement déjà. Et donc, l'objectif, c'est de renforcer le contrôle sur les dons pour vérifier en fait qu'il n'y ait pas de disparité entre les dons que les associations perçoivent et leur comptabilité. Parce que avant, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas vérifiées. Et donc là, c'est vraiment vérifier et demander aux organisations de justifier d'où viennent leurs ressources. Et donc, ces mesures s'adressent aux associations qui reçoivent des dons donnant lieu à un avantage fiscal. Donc, cette loi, c'est principalement deux mesures. Donc, la première, c'est par rapport au justificatif qui est lié au don. Donc, concernant par exemple le mécénat d'entreprise, il est désormais obligatoire d'émettre le reçu fiscal. Parce qu'avant, si l'entreprise ne demandait pas de reçus fiscaux, il y avait des organisations qui n'émettaient pas le reçu fiscal. Mais maintenant, il est obligatoire de l'émettre et de le remettre à l'entreprise. Et un modèle CERFA est établi par l'administration. Donc, ce n'est plus à l'association de choisir son propre modèle. Concernant les particuliers, il est également obligatoire maintenant de faire un reçu fiscal à partir du 1er euro parce qu'avant, plusieurs organisations émettaient des reçus fiscaux à partir de 10 euros, par exemple, et pas pour les petits dons. Donc maintenant, il est obligatoire dès le 1er euro et également à partir du modèle qui est établi par l'administration fiscale. Et là, il y a juste une petite exception, c'est par exemple lorsque l'association peut vraiment justifier pourquoi elle n'a pas émis de reçus fiscaux et documenter suffisamment. Comme par exemple, si vous organisez une collecte dans la rue où c'est vraiment compliqué parce que les personnes donnent de petits dons, donc d'émettre des reçus fiscaux pour toutes les personnes. Donc, vous devrez mettre en place une caisse spéciale pour ces petits dons qui n'ont pas de reçus fiscaux et donc lier cette caisse à la campagne pour après pouvoir justifier auprès de l'administration fiscale dans quel cadre cette campagne a été faite, montrer que vous avez prévenu qu'il n'y aurait pas de reçus fiscaux, expliquer quels sont les types de donateurs et de donatrices qui y étaient, comment la collecte s'est déroulée, montrer que la campagne a bien eu lieu. Donc, en fait, c'est beaucoup de justification, de documentation pour prouver, en fait, d'où vient l'argent. Enfin, il y a dans cette partie l'obligation de valoriser les dons en nature. Donc là, déjà, c'est l'entreprise qui doit valoriser les dons en nature. Je pense que c'est par rapport au coût de revient qu'elle calcule. Et l'association, elle, après, à son tour, elle doit inscrire cette valorisation dans ses comptes. La deuxième partie, c'est par rapport à la déclaration. Et donc, désormais, il est obligatoire de déclarer chaque année le montant total des dons reçus et le nombre de reçus fiscaux ou tout document justificatif, comme je le disais tout à l'heure, si vous choisissez de justifier pourquoi ne pas avoir émis de reçu fiscal. Et donc, un site Internet est mis en place pour ça, c'est démarche-simplifié.fr. Et donc, en fait, ces nouvelles obligations ont des répercussions également sur les dons provenant de l'étranger parce que désormais, il faudrait mettre en place en annexe des comptes un état séparé des avantages et des ressources. Avant de donner la parole à Sarah, je précise juste, si vous avez des questions, vous pouvez attendre après la présentation de chaque personne pour poser des questions, mais juste sur des points de précision. Et ensuite, à la fin de toutes les présentations, nous aurons un temps questions-réponses plus ouvert où vous pourrez poser toutes vos questions, même sur vos situations personnelles ou par rapport à vos organisations. Pour poser des questions, vous pouvez soit l'écrire dans le chat, soit vous pouvez lever la main et l'exprimer de vive voix. Voilà, Sarah, vous avez la parole. Merci Diary pour cette présentation du contexte. Donc, vous l'aurez compris, la loi du 24 août 2021 nous apporte un certain lot de réflexions et d'obligations qui augmentent l'aspect administratif, l'activité administrative de nos structures. Donc là, je vous rappelle le cadre légal applicable à cette nouvelle obligation d'établir un état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Donc la loi du 24 août 2021, avec son décret d'application du 24 décembre 2021 et le règlement de l'ANC de 2022 qui a été homologué en fait en décembre 2023.
Alors, les objectifs là, de notre présentation aujourd'hui, c'est d'abord de connaître les obligations comptables auxquelles sont désormais soumis certains organismes. L'idée est également d'envisager les procédures juridiques et comptables à mettre en œuvre pour se conforter à ces nouvelles obligations. Et enfin, de repenser l'obligation, éventuellement peut-être une réflexion qu'on ouvrira à la fin, pour repenser l'obligation de transparence des organismes sans but lucratif. Donc, notre présentation va s'organiser en 3 temps. D'abord, je vais vous présenter le cadre juridique. Ensuite, les aspects comptables seront présentés par Pierre-Emmanuel Faure et François Gégard. Et enfin, nous aurons le retour d'expérience de Corinne Bermançon, SOS Méditerranée. Donc, encore une fois, comme l'a rappelé Diary, n'hésitez pas à poser des questions à chaque partie pour des précisions. Et le cas échéant, si vos questions viennent à la fin, nous aurons également un débat. Alors, sur l'aspect juridique, donc, comme je vous le disais, la loi du 24 août 2021, et donc je vise notamment les articles 21, 22, 73, 75, le décret du 24 décembre 2021 et l'arrêté donc, du 13 décembre 2022, qui va homologuer donc, le règlement comptable de l'ANC qui prend en compte ce nouvel état à mettre en annexe de vos comptes. Donc, le délai d'application, c'est à compter du 1er janvier 2023. Donc, ça veut dire que à la fin de l'année 2023, enfin, le début 2024, vous allez établir vos comptes sur l'année 2023 et ces comptes devront comprendre cet état des avantages et ressources provenant de l'étranger, si vous y êtes tenu, bien entendu, et on va le voir juste après. Alors, le champ d'application de cette nouvelle obligation, donc là, dans cette slide, je vous rappelle qui est concerné par ces nouvelles obligations. Donc, les associations loi 1901 qui reçoivent plus de 153 000 € de dons, les fonds de dotation. Et alors, je précise, parce que j'ai eu cette question récemment, que c'est quel que soit le montant des dons collectés, donc c'est vraiment tous les fonds de dotation qui sont visés par la loi de 2021. Et enfin, il y a un régime spécifique pour les associations exerçant une activité culturelle et des congrégations. Alors, ce ne sera pas le cœur de notre présentation compte tenu de la typologie de nos auditeurs. Néanmoins, si vous avez des questions particulières, on pourra éventuellement essayer d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, ensuite, donc là, on a vu quelle structure était concernée. Là, on s'intéresse aux ressources qui sont visées. Donc, les ressources visées, ce sont d'abord les apports en fonds propres, donc apports avec ou sans droit de reprise. Ce sont des ressources pécuniaires, type contributions financières, des subventions, des prêts, des libéralités, des cotisations, voire des dépôts. Et enfin, quand on parle d'avantages en nature, ça recouvre donc le mécénat de compétences, la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, des libéralités qui portent sur des biens mobiliers ou immobiliers, la fourniture gratuite de services, ou alors encore des contributions volontaires. Donc, vous l'aurez noté, cette obligation ne concerne pas uniquement les dons et libéralités qui proviennent de l'étranger, mais ça vise, c'est assez large. Voilà. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Alors, ensuite, donc, les ressources qui sont visées, une fois qu'on a fait établi quels sont ces avantages ou ces ressources, on a fait la liste. Donc, il s'agit d'avantages ou ressources en numéraire ou en nature. Alors, qui peuvent être donc réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, globalement en fait un établissement bancaire, on va dire. Voilà, donc c'est directement, soit il y a une structure, une personne qui vous fait un don directement, ou qui prête directement, soit ça passe par l'intermédiaire d'un établissement bancaire. Quels sont encore les avantages ou ressources qui sont visés? Donc, ces avantages ressources en numéraire ou en nature qui sont apportés donc, directement à l'association. Donc là, pour le coup, c'est plutôt simple. Vous avez un don d'un résident fiscal à l'étranger, donc qui vous fait, qui fait un virement. C'est un avantage, c'est une ressource effectuée directement à l'association. Le deuxième cas, et c'est là où ça se complique un peu dans les obligations, c'est aussi ceux qui sont les avantages aux ressources qui sont apportés à toute association ou à toute société ou toute autre personne morale ou toute fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire. Donc la notion de contrôle conjoint et d'influence étant précisée par le Code du commerce. Donc je vous épargne la définition, néanmoins je vais vous
j'ai essayé à chaque fois de vous montrer des exemples de cas dans lesquels il fallait inclure dans votre déclaration certaines opérations. Donc, on imagine que vous êtes une association, que vous détenez la majorité des titres d'une société. Et donc, on va considérer, au sens du Code du commerce, que l'association va donc contrôler la société. Or, cette société va contracter un prêt auprès d'une banque, je sais pas, de la Deutsche Bank. Eh bien, ce prêt va être comptabilisé dans votre état des avantages et ressources, dans l'état des avantages et ressources de l'association qui détient la majorité des titres de la société. Un autre exemple, une association qui va créer un fonds de dotation. L'association va désigner les membres du conseil d'administration de ce fonds de dotation. Et donc, le fonds de dotation va recevoir un don d'un donateur suisse. Et bien, non seulement le fonds de dotation va devoir déclarer ce don dans son état des avantages et ressources pour l'étranger, mais également l'association. J'attire également votre attention sur le TGE, le Transnational Giving Europe. C'est une question qui, je crois, a été posée par certains d'entre vous. Évidemment, ça rentre aussi dans votre état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Vous recevez, la Fondation de France va vous reverser un don qui provient de la Fondation du roi Baudouin. Eh bien, ça doit également être déclaré dans votre état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Ensuite, le troisième cas qui est visé par la loi, donc ce sont les avantages ou ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou toute association ou société mentionnée au-dessus. Donc, c'est un autre exemple pour illustrer cette disposition. Donc, l'association a créé une foncière solidaire. L'association n'est pas forcément majoritaire sur cette foncière, parce qu'on sait que la foncière, ça a l'idée d'avoir d'autres parties prenantes. Mais la foncière est propriétaire d'immeubles qui sont mis à disposition de bénéficiaires de l'association. Eh bien, si la foncière doit entrer au capital un investisseur étranger, on va considérer que ça doit être intégré dans l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Je n'ai pas dit au début de ma présentation, mais quand je dis association, évidemment, ça inclut aussi les fonds de dotation, vous l'aurez compris. Mais pas les fondations. Mais pas les fondations, parfaitement. Ça, c'est aussi une originalité de la loi de 24 de 2021. Donc, cette obligation ne concerne pas les fondations reconnues d'utilité publique. Alors, autre cas qui est visé par la loi, donc les avantages ou ressources en numéraire qui sont, ou en nature, apportés donc, aux associations, sociétés ou entités qu'on a rappelées au-dessus, par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie qui sont sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un État étranger, d'une personne morale étrangère, ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie. Donc là aussi, j'ai essayé de vous trouver un exemple. Alors, qu'est-ce que j'avais comme exemple? Oui, donc une association qui donc bénéficie du mécénat de compétences d'une entreprise qui a son siège en France, mais dont le capital est majoritairement détenu par une société de droit étranger. Voilà. Donc, mécénat de compétences, c'est un apport, donc, c'est une ressource en nature, un avantage en nature. Donc, ça va être considéré, ça va devoir être comptabilisé dans l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Enfin, dernier cas, les associations, sociétés, donc entités qu'on vient de dénoncer, par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger, comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Autre exemple, donc, je suis une association, je bénéficie encore une fois du mécénat de compétences de salariés d'une entreprise qui a son siège en France, mais qui est en fait une filiale d'une société de droit étranger, donc qui agit pour le compte d'une société de droit étranger. Voilà ce que ça peut recouvrer. Alors, ayant rappelé donc, le contenu que recouvrent ces avantages et ressources pendant l'étranger,
quelle est l'origine de ces avantages et ressources. Donc la loi vise ce qu'on appelle les contributeurs, donc, à savoir les États étrangers, les personnes morales étrangères, tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie, ou alors tout simplement une personne physique non résidente fiscale en France. Vous l'aurez compris, quand on vise donc une personne morale étrangère, ça inclut par exemple une structure qui fait partie de votre réseau. Je pense à SOS Méditerranée, nous en parlait tout à l'heure, mais s'il y a SOS Méditerranée Allemagne qui verse des fonds à SOS Méditerranée France, quand bien même c'est une structure amie, entre guillemets, eh bien ça devra être comptabilisé dans l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Alors, cette obligation, c'est une obligation. Si vous ne respectez pas cette obligation, sans le justifier, vous êtes passible d'une amende de 3 750 €, montant qui peut d'ailleurs être porté au quart de la somme des avantages et ressources qui aurait dû être inscrit dans cet état séparé. Vous noterez, mais Pierre-Emmanuel et François vous en parleront plus précisément, que si vous êtes soumis à une obligation de publicité de vos comptes, vous avez la possibilité d'intégrer une version synthétique de cet état dans l'annexe des comptes publics. Donc j'en ai terminé. Alors je sais qu'il y a des questions peut-être à ce stade. Nous avons une question, un cas spécifique qui est évoqué, le cas d'une association donc, qui bénéficierait de dons de denrées qui proviendraient de l'Union européenne, mais qui, avant d'être reversée à l'association, transiterait par une structure étatique française. Est-ce qu'il faudrait déclarer ce type de dons? Alors, je crois que vous l'aviez évoqué, l'Union européenne, donc non, c'est pas considéré comme une ressource. Ça devient, si, c'est l'inverse. Ok, pardon. Alors, on a eu une position officielle, je parle sous le contrôle de François et de la MNL, donc disait que l'Union européenne, les ressources de l'Union européenne donc, devaient être considérées comme des ressources étrangères et donc seront comptabilisées dans cet état. Voilà. Très clairement, le texte n'a pas été fait pour viser ces fonds-là, hein, mais de fait de l'application de la manière dont c'est écrit, pour le moment, c'est ce que l'on nous a répondu au ministère de l'Intérieur. Nous avons un autre cas de figure qui est évoqué. Les dons qui seraient reçus de plateformes US type Global Giving ou Benevity sont-elles concernées? Oui, bien sûr, ce sont des dons pendant l'étranger, donc oui, tout à fait. Nous avons une autre question qui vient d'arriver s'agissant des reçus fiscaux. Faut-il utiliser le modèle SERPA de l'administration pour les entreprises et les particuliers ou peut-on avoir son propre modèle s'il reprend bien l'ensemble des informations du SERPA? Question. Alors, on s'éloigne un peu du sujet, néanmoins je vais vous répondre. Effectivement, c'est une question qu'on a de manière récurrente. À partir du moment où vous reprenez toutes les informations qu'il y a sur le modèle proposé par l'administration fiscale, aucune difficulté, vous pouvez tout à fait mettre votre logo, vous pouvez mettre dans tous les sens, du moment qu'il y a toutes les infos, il n'y a pas de problème. Une nouvelle question qui m'arrive au fil de l'eau. Alors, vous avez évoqué le mécénat par des structures dont le capital est détenu à l'étranger. Pour le mécénat de compétences, ça peut concerner beaucoup de grands groupes, type CAC 40, avec de l'actionnariat fort à l'étranger. En interrogation. Alors, effectivement, si on considère que ces entreprises sont contrôlées, quelle est votre position là-dessus, mais si on s'en tient à une lecture stricte de texte, c'est-à-dire que s'il y a contrôle, s'il y a un contrôle par une entité de droit étranger ou une personne physique de droit étranger, on serait tenu de déclarer ce mécénat de compétences dans les dates d'avantages et ressources pendant l'étranger. Voilà. On a demandé au bureau des cultes, parce que la base de ce texte-là est quand même géré par le bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, on a demandé de publier une liste de questions-réponses, de foires aux questions. Et typiquement, dans ces foires aux questions est prévu ce type de cas. Parce que là, on va très clairement au-delà de l'esprit du texte. On est dans la lecture du texte, au-delà de l'esprit du texte. Donc l'idée, voilà, aujourd'hui, vous avez une société française qui est cotée au CAC 40. Le prix du mécénat de compétences, normalement, on ne devrait pas avoir à le déclarer dans l'état des ressources.
même si elle peut changer, et puis les actionnaires peuvent être étrangers. Donc je pense qu'il faut raison garder sur ces questions-là. On sera amené à faire préciser ça par le ministère de l'Intérieur, qui devrait normalement se prononcer, ils nous l'ont promis. Au mois de janvier dernier, on les a revus récemment et ils nous ont dit oui, on va publier ça. On les alimente en questions, donc on est preneur de tout type de questions de franche générosité de l'auditoire et des membres pour étayer un peu ce type de questions. Mais globalement, je pense qu'il faut être raisonnable. Le texte n'est pas prévu pour tracer ce type. Oui, alors après, on parle de contrôle. C'était dans ce sens-là. C'était s'il y avait un contrôle, par exemple, dans l'étranger. Non, mais si on a un groupe français au CAC 40 qui est contrôlé par un actionnariat étranger, on pourrait dire qu'on rentre dans ce cas-là. Mais là, on rentre dans des schémas un peu plus. Ce qui est beaucoup plus problématique, ce sont des sociétés. Je dirais anonymes, non cotées, non visu, sur lesquelles vous n'avez aucune visibilité. Donc, en fait, l'objectif de ce texte est de tracer les fonds qui viennent de l'étranger et de les déclarer. Un exercice de transparence a été mis en place pour les associations culturelles, on a rappelé, pour faire en sorte que, et ça a été étendu à la demande du législateur à toutes les associations, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut quand même un peu raison garder. Je me permettrai juste de rajouter que le décret du 24 décembre 2021 précise bien les ressources provenant directement ou indirectement de personnes et institutions, États étrangers, personnes morales étrangères. On peut raisonnablement penser qu'une société cotée au CAC 40 n'est pas une personne morale étrangère, sauf si l'association ou le fonds de dotation avait l'information, ne pouvait ignorer, on y reviendra sur ce terme-là, ne pouvait ignorer que ces fonds ont effectif, que la société du CAC 40 française n'a servi que de boîte aux lettres. Je ne vois pas une société du CAC 40 servir de boîte aux lettres sur ce type d'opération. On est d'accord. Et voilà, l'idée d'être pragmatique. Voilà. On va peut-être passer à la suite et puis on reviendra sur les questions. Allons-y sur les questions comptables. Bonjour à tous. Donc, l'idée était de vous présenter d'une part ce qui va être présenté comme le tableau des états séparés des ressources et provenant de l'étranger, qu'on va appeler l'EAR. Donc, c'est la loi du 24 février 2021, confortant le respect des principes de la République, qui a introduit l'obligation comptable de tenue de cet état séparé des avantages et des ressources provenant d'étrangers, qu'on appelle un peu communément EAR, comme on peut avoir le CER, le compte d'emploi et des ressources. Eh bien, il est à présenter sous forme d'un tableau dans l'annexe des comptes annuels, donc il fait partie intégrale des comptes annuels, donc il va être aussi certifié par le commissaire aux comptes comme les comptes annuels. Les modalités de présentation étaient prévues dans un règlement de l'autorité des normes comptables, celui du 30 janvier 2022, 2022-04, et c'est ouvert à compter du 1er janvier 2023. En fait, c'est important parce que nous sommes déjà en 2023, on est le mois d'avril, qu'en fait, on va voir derrière, je vais laisser Pierre Emmanuel présenter les documents pour que vous en voyez un petit peu la physionomie et comprendre comment il faut les remplir. Mais derrière, on va regarder un peu toutes les procédures qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire en sorte qu'on soit capable, à la clôture de l'exercice, d'émettre ces éléments. Or, il faut éviter de laisser prendre trop en retard. C'est plus important de faire ce webinaire maintenant parce que il y a une notion de traçabilité qu'il va falloir mettre en place, mais on en parlera tout à l'heure. Je laisse la parole à Pierre-Emmanuel Faure qui va nous présenter les états qui sont présentés dans cette annexe. Alors, en préambule, je voudrais simplement, puisqu'il y a eu quelques questions en amont de la réunion, quelques questions sur les associations cultuelles et congrégations, bien préciser qu'il faut bien distinguer les obligations liées à l'état des avantages et ressources de l'obligation de déclaration des ressources en provenance de l'étranger. Simplement, c'est important par rapport à la date aussi, parce que l'EAR est obligatoire à partir du 1er janvier 2023, alors que la déclaration d'avantages et ressources est obligatoire dès lors qu'on dépasse 15 300 € de dons pour les associations cultuelles et les congrégations religieuses. Je dis bien uniquement les associations. Alors, les associations exerçant une activité de culte et les congrégations religieuses, ce n'est obligatoire
c'est obligatoire depuis avril 2022. Donc, dès lors qu'on va dépasser le seuil de 15 300 € entre le 25 avril de mémoire 2022 et le 31 décembre 2022. Les autres associations fonds de dotation qui n'ont pas d'activité culturelle ne sont pas concernées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la déclaration des ressources et libéralités en provenance de l'étranger ne concerne les congrégations religieuses que pour les legs et libéralités et donations, pas pour les dons annuels. Donc voilà, comme ça je réponds à la question qui était mentionnée dans les préambules. Aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur l'EAR. L'EAR a fait l'objet d'un règlement ANC 2018-06 qui donne un état détaillé. J'insiste bien sur la notion d'état détaillé, vous le voyez sur le tableau, puisqu'on doit bien mentionner la date de l'avantage ou de la ressource. C'est-à-dire quasiment on va être sur un journalier. C'est-à-dire que vous allez mentionner, premièrement, quel est l'État contributeur. Donc l'État contributeur, le contributeur, comme on vous l'a dit, si c'est un État, c'est l'État, c'est le siège social de la personne morale étrangère, c'est le siège social d'un dispositif équivalent à une fiducie, et quatrième point, c'est la résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France. Et ça, il va falloir mettre en place des procédures, et François nous expliquera tout à l'heure, pour comment on va faire pour identifier la situation des personnes physiques. Et c'est important de savoir que si vous avez une personne qui fait 10 dons, et ben la date de l'avantage ou de la ressource va être prise en détail. Personnalité juridique du contributeur. Donc, on va préciser dans cette personnalité juridique du contributeur si c'est un État ou une autre collectivité publique, si c'est une autre personne morale, si c'est une personne physique. Et donc ça, c'est un point, il va falloir aller aussi collecter l'information. La nature de l'avantage ou de la ressource, eh ben, on revient sur un peu ce qu'on disait dans la partie juridique. Donc, on va distinguer des ressources pécuniaires des ressources non pécuniaires. On va devoir préciser si c'est une contribution financière. Important si c'est un prêt. C'est-à-dire que la notion de ressource, ce n'est pas uniquement une notion de produit-charge. C'est aussi, quelqu'un me fait un prêt en provenance de l'étranger, c'est bien considéré comme une ressource au sens, j'excuserai le terme, du tableau de financement. Un don, une libéralité, une cotisation, le produit de la vente de biens ou de services par l'entité, une ressource de mécénat, une autre ressource pécuniaire. Derrière le terme « autre ressource pécuniaire », ça, on peut presque interpréter le terme en disant tout flux financier en provenance de l'étranger va devoir être mentionné sur cet avantage, ce tableau des avantages et ressources. On aura aussi les avantages et ressources en nature. Et on va viser dans les avantages et ressources en nature la mise à disposition de personnel, la libéralité ou la mise à disposition de biens immobiliers, des biens et des mises à disposition de biens mobiliers, la fourniture gratuite de services et tout autre avantage en nature dont on bénéficierait. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et troisième catégorie, les apports en fonds propres ou sans droit de reprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quasiment toute ressource venant de l'étranger devra être mentionnée sur ce tableau. Pour les flux financiers, on mentionnera le mode de paiement et on mentionnera dernièrement le montant ou la valorisation de l'avantage ou de la ressource. Ce qui est important, c'est de voir que vous aurez bien une classification à faire par rapport à des dates, mais aussi une classification à faire par rapport à l'origine, c'est-à-dire par État. On voit bien la volonté des pouvoirs publics dans cette classification d'identifier et de connaître et d'être en alerte sur des États qu'on qualifie de sensibles
notamment, comme on le disait en introduction, en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. C'est important, classé par État, par ordre chronologique, et ce tableau, il est obligatoire. Vous êtes dans l'obligation de le mettre en place et de le suivre. Néanmoins, le législateur, dans sa grande bonté, nous a évité de devoir certifier des annexes fiscales qui feraient 300 pages. Et donc, il nous a proposé un état, une version synthétique. Et cette version synthétique, on voit bien la sensibilité du législateur. Ce qui l'intéresse dans cette version synthétique, c'est de l'avoir État par État et le montant total des avantages et ressources en provenance de l'étranger, État par État. Et ça, c'est important. Néanmoins, vous devez bien avoir à l'esprit que cet état synthétique n'est que la synthèse de ce que vous aurez établi précédemment. Et que non seulement c'est la synthèse, mais vous aurez l'obligation de donner la communication au public de l'état détaillé, soit par votre site Internet, soit par tout autre moyen. Et toute personne demandant votre état détaillé, vous serez tenu de lui communiquer. Donc voilà, c'est quand même important. C'est une contrainte lourde qui va modifier votre organisation en termes de traitement de la comptabilité sur la documentation des flux. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à François pour qu'il vous donne un peu quelques recommandations. Alors, les recommandations, on les construit au fil de l'eau, puisque ce texte est quand même nouveau. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut réfléchir d'abord à l'identification des flux classiques que vous avez au sein de l'entité, pour pouvoir déjà se dire, sur la base des flux que l'on connaît, réguliers ou autres, quels sont les fonds qui vont être qualifiés de fonds provenant de l'étranger et qui seront amenés à rentrer dans ce tableau. Et puis ça, c'est une première chose, c'est pour mettre le cadre général des procédures de suivi sur des fonds qui ont l'habitude de transiter au sein de l'organisme. Et puis, à côté, il faut mettre en place un processus de vigilance sur les nouveaux fonds pour se poser la question de savoir s'ils vont ou pas, proviennent ou pas de l'étranger, de façon à pouvoir les mettre. On est bien d'accord que là, on parle de tout ce qui provient de l'étranger et non pas de tout ce qui va à l'étranger. Le tableau ne concerne que les sources de financement, les sources d'approvisionnement de fonds ou de ressources de contribution volontaire qui proviennent de personnes issues de l'étranger et non pas du tout de comment l'argent qui est au sein de l'entité peut aller à des entités étrangères. C'est important de bien avoir ça en tête parce que parfois on finit un peu par tout mélanger. Ensuite, une fois qu'on a identifié les flux classiques et le mécanisme pour identifier les flux nouveaux, eh bien, il faut mettre en place le cadre comptable et aussi les règles de fonctionnement. Moi, ce que je vous invite à ce que ces règles de fonctionnement soient écrites, soient présentées au bureau ou au conseil d'administration suivant l'organisation de vos entités pour qu'ils soient formellement validés et que la gouvernance ait bien conscience de l'application de ce texte, ce ne soit pas simplement une question de document comptable, parce que derrière, il y a des questions, vous l'avez rappelé, de responsabilité, de transparence, et on voit bien que même si on a des comptes abrégés, entre guillemets, sur les comptes annuels qu'on peut présenter, on voit bien que n'importe quelle personne concernée peut demander le détail, il faut l'a rappelé tout à l'heure, et donc c'est important que c'est un document qui peut être public, et donc il y a une certaine responsabilité politique à avoir. Donc la manière de le remplir, de choisir et de traiter les choses doit pouvoir être écrite et nous recommandons qu'il soit validé par l'instance de gouvernance que vous jugerez la plus opportune pour traiter de ce sujet. Ensuite, ce processus d'identification des ressources provenant de l'étranger est un peu compliqué, puisque en fait, on dit, le premier réflexe de certains était de dire, dès qu'on a un premier euro qui vient de l'étranger, il faut qu'on le mette dedans. Donc une espèce de suivi analytique ou suranalytique qui permette d'identifier l'ensemble des fonds qui viennent de l'étranger. Il y a alors se poser la question si
C'était le cas dans les associations culturelles, mais ça peut être le cas dans d'autres associations. S'il y a des quêtes, si on vient avec le front on ne va pas demander à celui qui met 2 euros son statut de résident fiscal français pour pouvoir l'intégrer. Donc en fait, quand on a posé la question au bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, qui était à l'origine de ce texte, ils nous ont mentionné l'article 4 du décret de 2021-1812 que vous avez ici à l'écran, où qui précise que l'État mentionné à l'article premier précise pour chacun des avantages en nature des ressources un certain nombre de sujets, et le 4e bulle, comme on dit, de cet article précise que le caractère direct des avantages et des ressources, lorsqu'il provient sans intermédiaire des personnes et des institutions mentionnées au 1er et au 4 de l'article 1er, ou leur caractère indirect dans le cas contraire et lorsque leur provenance réelle ne doit être ignorée compte tenu des circonstances de leur perception et de leur versement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte un peu complexe, parce que quand on le lit, on est un peu décontenancé. En fait, ça veut dire, il y a de quoi. En fait, ça veut dire que il y a certaines situations dans lesquelles vous ne pouvez pas ignorer que ces fonds sont d'origine de l'étranger. Et dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas ignorer que ça vient de l'étranger, on pourra vous mettre en responsabilité de ne pas les avoir intégrés. Donc, si on fait le raisonnement inverse, ça veut dire que, bien sûr, un certain nombre d'organismes ont fait une traçabilité dès le premier euro. Bon. Mais ça a posé un certain nombre de questions. Parce que, par exemple, je suis un donateur français, je décide de passer par une carte de paiement d'une néobanque qui est immatriculée avec un IBAN étranger. Et je ne vais pas citer le nom de banque, de néobanque, mais il y en a un certain nombre où c'est pas forcément. Vous pouvez avoir un numéro bancaire français, mais parfois c'est le numéro bancaire britannique, numéro bancaire irlandais ou autre, ou de Liechtenstein ou ailleurs. Eh bien, dans ces cas-là, c'est considéré comme venant des fonds étrangers parce que ça vient d'un compte bancaire étranger, alors c'est un résident français. De la même manière, vous pouvez avoir un résident étranger qui a un compte bancaire français, même si c'est compliqué pour les résidents étrangers d'ouvrir des comptes bancaires en France aujourd'hui, compte tenu des différents dispositifs de prévention qui existent dans les réseaux bancaires. Mais on peut avoir mille et une situations. Donc, mais il y a des situations où vous ne pouvez pas ignorer que ces fonds viennent de l'étranger. Par exemple, vous avez des fonds qui viennent d'une fondation d'entreprise française, donc l'entité française, mais vous savez que ces fonds proviennent de financements qui sont, vous ne pouvez pas ignorer que ce n'est pas la société française qui détient qui l'a financé, mais ça vient d'une opération de groupe qui vient de l'étranger. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Dans ces cas-là, il faudra le mettre dans le tableau. Donc là, il faut faire preuve un peu de simplicité et de se dire qu'il vaut mieux le mettre dedans que de ne pas le mettre dedans. Voilà. Donc, si vous avez les moyens d'avoir l'identification, je dirais presque au premier euro, mettez-le dedans. Si vous n'avez pas forcément les moyens de le faire, ce qui est souvent généralement le cas, il faut mettre en place les procédures d'interrogation pour dire dès que je reçois des sommes, alors il y a aussi un peu les sommes habituelles, les sommes non habituelles. Il peut y avoir l'application dans des règles de fonctionnement interne, c'est-à-dire au-delà d'un certain montant, j'ai des préconisations spécifiques pour interroger, par exemple, je ne sais pas, je dis ça un exemple, mais qui n'est pas une règle en soi. Hein, je dis si j'ai l'habitude de recevoir des fonds de 3 000, de 5 000, mais de 10 000 euros, c'est quand même assez rare ou c'est plus ponctuel. Mais je veux dire, dès que j'ai 5 000 euros ou dès que j'ai 10 000 euros, je pose une question un peu plus formelle à mon donateur parce que j'ai une relation directe. Lors des opérations de mécénat, ça peut directement être mis dans les conventions de mécénat. Il n'y a pas d'interdiction de contractualiser avec des personnes venant de l'étranger. Il y a cette notion de traçabilité et ce que vous devez pouvoir opposer,
c'est que vous avez mis en place les procédures pour identifier au maximum l'ensemble des sources qui viennent de l'étranger. Donc, ça va dépendre de vos sources habituelles de financement et puis de l'organisation que vous pouvez mettre en place. Il faut l'écrire, il faut le prévoir, il faut s'arrêter un peu, il faut en discuter. Moi, je vous invite, une fois que vous avez fait cette première discussion, à en discuter aussi avec votre commissaire aux comptes, qui ne va pas s'immiscer dans la gestion pour choisir, mais pour éviter qu'au moment de la clôture de l'exercice, ils vous disent que les procédures étaient beaucoup trop légères ou inadaptées. Donc, autant prendre en avant, et nous sommes, en tant que commissaire aux comptes, à votre disposition pour parler de ces sujets-là. Et puis, ça nous permet aussi de remonter, et n'hésitez pas à dire à nos confrères qui vous accompagnent, de remonter les informations à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, puisque, justement, on a ce lien direct avec le bureau des associations et notamment le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur pour faire préciser un certain nombre de sujets. C'est d'ailleurs eux qui nous ont mentionné ce quatrièmement lorsqu'on leur a présenté les difficultés de matériel concret de mise en place de ces dispositifs. Donc, identification des flux classiques pour savoir ceux qui viennent de l'étranger, processus pour identifier sur des sommes significatives ou ayant un caractère particulier les nouveaux fonds qui viennent de l'étranger. Traçabilité et processus écrit validé par les organes de gouvernance, de façon à ce que vous ayez un processus établi, opposable en cas de contrôle. S'il y a des sommes qui sont passées à travers les mailles du filet, comme on dit, eh bien, vous pourrez montrer que vous aviez mis en place un certain nombre de dispositifs pour les identifier et que si vous ne l'avez pas identifié parce que le cas était tordu, vous n'êtes pas responsable de ces éléments-là. En revanche, comme le dit le quatrième alinéa ici, si vous ne pouviez pas ignorer que ça venait de l'étranger et que vous ne l'avez pas identifié, là, vous seriez mis en cause sur mauvaise information. Donc voilà, alors ce sont des documents, on peut dire, qui sont en annexe. Donc quand on dit en annexe, des fois on peut dire non essentiel. Moi, je vous invite à porter beaucoup d'attention sur ce document parce qu'il y a une vraie sensibilité mise en place par le législateur sur ces sujets-là. Il y a une volonté de traçabilité. Vous avez cité les travaux des organismes de lutte contre la corruption et l'introduction. Il y a une évolution qui existe, hein, parce qu'il y a encore quelques années, quand on parlait association, on disait le vecteur principal de risque de blanchiment. Aujourd'hui, maintenant, les organismes en question on matérialise mieux ça, on l'a vu dans le dernier rapport, en disant eh bien, ça dépend de l'activité, ça dépend de la manière dont ils sont classés. Ce sont des éléments de veille et d'attention. C'est notamment le cas sur les fonds de dotation qui sont particulièrement regardés par l'administration. C'est donc le cas aussi sur les assos. Les fondations, vous l'avez précisé, sont hors champ. Pourquoi? Ne me posez pas la question, je pense que c'est une erreur de texte personnellement, mais non pas que ce soit une erreur de ne pas les avoir mis dedans, mais ça a été écrit comme ça. Voilà. Mais il n'y avait pas de raison fondamentale, puisqu'il n'y a pas d'autres contrôles qui existent qui permettraient de valider, mais en tous les cas, c'est écrit. Donc aujourd'hui, ce texte est applicable association, fonds de dotation, et je vous invite formellement à porter une attention réelle sur ce point-là. Parce qu'il y aura très clairement, à l'occasion de différents contrôles qui peuvent exister, une attention particulière de l'administration sur ce sujet. Je note un point important que vous avez rappelé, c'est que, vous l'avez compris, c'est une obligation déclarative. Ça ne nous interdit pas d'avoir des projets à l'international. Surtout pas. Pour restreindre. Voilà, c'est juste une obligation déclarative en plus. Mais ce n'est pas interdit, bien entendu. Et il n'y a pas des pays interdits ou autorisés. Hein, la liste ne parle pas de ça. Pour les associations culturelles, Pierre-Emmanuel pourra le dire, mais la notion de déclaration a pour objectif de permettre à l'administration de dire, de s'opposer à la perception pour certaines associations culturelles de fonds venant d'étrangers, parce qu'ils ont tracé un certain nombre de choses, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas le cas pour les associations. Il n'y a pas d'autorisation, c'est juste un exercice de transparence a posteriori.
Sauf s'il y a des questions. Merci beaucoup. Donc, là, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions qui sont vraiment que de précision sur ce qui a été dit et ensuite, à la fin, de revenir sur les questions sur vos cas particuliers, si ça vous va. Vous avez la main. Alors, il y avait une question très pratique sur l'état annexe. Pour la colonne dans laquelle est renseignée la personnalité juridique, que remplir s'il s'agit d'un particulier? Personne physique. Personne physique. Et ensuite, je pense que nous développerons davantage à la fin de la présentation, puisque certaines questions très pratiques seront évoquées dans le cas pratique justement qui va suivre. Donc, c'est pas plus simple de reprendre. Tout à fait. Bien, écoutez, Corinne, on vous laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, peut-être je vais brièvement pour vous présenter SOS Méditerranée. Nous sommes une ONG humanitaire. Nous portons secours aux personnes en détresse, essentiellement en mer Méditerranée centrale. Donc, vous voyez là le nombre de décès depuis 2014. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, je veux bien que vous avanciez encore un petit peu. Voilà, vous dire que nous agissons aussi dans le cadre légal, donc nous avons des contraintes que nous respectons. Donc je tiens à préciser car nous avons eu de nombreux détracteurs, mais nous faisons toujours nos secours dans le respect de la loi. Je voudrais, si vous pouvez avancer, voilà. Je voudrais actualiser aussi le nombre de personnes secourues. Aujourd'hui, nous sommes à 37 444. Donc, vous voyez aussi avec de nombreux mineurs, des mineurs non accompagnés. C'est vraiment essentiel. Notre présence est vraiment essentielle pour les hommes, des femmes en détresse. Nous avons 3 missions essentielles, donc sauver, donc porter secours, éviter que les personnes se noient. Nous protégeons, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont à bord de notre bateau, nous avons un partenariat avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, avec des médecins, des infirmiers à bord qui apportent les premiers secours. Et puis une mission aussi après à terre de témoigner, donc avec tous nos services mobilisation. Et nous avons également des interventions dans les écoles. Voilà, donc voilà tout le déploiement au plus territorial. Donc nous avons 19 antennes, 600 bénévoles. Et puis voilà, si vous souhaitez aussi, nous avons un site internet, si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole ou regarder au niveau du site pour la collecte. Et donc, voilà. Donc, au niveau de notre collecte. Donc là, les chiffres étaient arrêtés au 31-10. On a sur le petit camembert, donc les dons provenant de l'étranger qui représentent à peu près 4%. Mais en unité, c'est plus de 5000 lignes. Donc 5000 dons. Donc vous imaginez le travail que c'est au niveau du tableau, de l'EAR. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment anticiper. Parce que c'est... Voilà, donc si vous n'avez pas encore commencé, donc il faut anticiper cette préparation de l'EAR, travailler avec votre gouvernance, les départements de la collecte, de la mobilisation, tous les personnes en interne qui peuvent apporter des fonds, de la collecte. Nous travaillons également en réseau. Donc, comme l'a cité Sarah précédemment, nous travaillons avec l'Italie, la Suisse et l'Allemagne. Donc, notre réseau également est apporteur de contributions. Et également, ils reçoivent des fonds de leur réseau qui nous reversent. Donc, il faut justement avoir cette traçabilité pour pouvoir le mentionner dans le tableau. Donc, il faut voilà, pouvoir identifier la provenance des ressources. Et puis, donc, à partir des fiches donateurs, vous verrez dans le slide suivant, nous avons mis en place par défaut, voilà, au niveau de la fiche donateur, par défaut, donc, le pays. Et on a, si donc la personne n'est pas française, enfin résident français,
on a après toute la liste des pays. Ça, c'est au niveau de notre CRM. Ça va également pour la promesse de don. Et puis, comme précédemment aussi, on l'a évoqué, pour tout ce qui est convention, nous avons aussi une petite notification pour demander la provenance du fonds. Et on a aussi, comme dans toute convention, on a l'adresse du partenariat, voilà, déjà pour pouvoir renseigner ce tableau. Donc c'est vrai que c'est un gros chantier à préparer. C'est lourd aussi en termes de gestion administrative parce que il faut reprendre presque chaque don. Donc, nous travaillons déjà à partir d'une extraction du CRM pour pouvoir déjà renseigner ce tableau. Et puis après, le tenir à jour dès qu'on a un virement qui arrive sur les comptes bancaires. Donc, on a les, on va dire les identités, les entités récurrentes dont nous savons qu'ils viennent de l'étranger. Et puis, quand on a un nouveau virement, vérifier si ce n'est pas une promesse de don et on a déjà le renseignement de l'adresse au niveau de la promesse de don, ou sinon faire un petit peu une enquête, donc aller voir le service des partenariats, voir s'ils ont déjà été en contact avec eux, s'il y a une convention de signer, voilà, pour pouvoir renseigner ce document. Mais c'est vrai que c'est un gros chantier. Donc, je vous incite aussi à le remplir régulièrement, être vraiment à jour et pas prendre de retard parce que c'est, voilà, comme je vous le dis, après, je vous disais précédemment, on avait plus de 5000 dons étrangers en 2022. Et donc, on essaye aussi d'aller capter des dons à l'étranger encore plus que maintenant. Donc, ça va être très lourd. Pour revenir aussi sur la pratique du tableau, donc pour le tableau synthétique, alors je ne l'ai pas mis en exemple parce qu'il est déjà rempli chez nous, mais donc j'ai mis un deuxième onglet qui reprend les totaux justement des pays, donc avec une formule, parce que c'est le format synthétique que nous présenterons, bien sûr, et que nous laissons à disposition après, en cas de contrôle, d'avoir tout le détail. Voilà. Et bien aussi identifier donc, le mécénat en nature. Nous, il nous arrive d'avoir des dons aussi en nature pour le bateau. On peut avoir des gilets de sauvetage. Donc, il faut savoir aussi pouvoir tracer la provenance, quoi. Donc, pouvoir identifier le pays. J'ai été assez vite parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions, donc pour laisser après le temps aux autres interlocuteurs de répondre. Merci beaucoup, Merci. Corinne. Donc, nous allons passer à la partie questions-réponses, donc plus générale. Et ici, je vous invite vraiment à lever la main aussi pour poser vos questions, pour qu'on puisse vous entendre et aussi savoir quelles sont vos organisations. Et les questions dans le chat aussi, Anouk va continuer à les lire pour que nous puissions y répondre. Donc, je vois Chantal qui lève la main. Allez-y, Chantal. J'avais juste une petite précision à apporter avant de laisser la parole à nos auditeurs. Sur le nouveau modèle de reçu fiscal pour les particuliers, il est maintenant précisé le pays en fait dans le nouveau modèle de reçu. Alors donc c'est peut-être aussi, ça va être aussi un indice dans le cadre de l'établissement de cet état synthétique. Je laisse la parole à Chantal. Pardon. Bonjour, merci beaucoup Chantal Bianchi, Secours catholique. J'ai deux questions assez pratiques. La première concerne les legs. A priori, les libéralités sont concernées par cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'on parle de legs qui sont reçus de personnes du coup qui sont à l'étranger, ou est-ce qu'on parle également de biens qui pourraient être, enfin de personnes qui nous auraient fait un leg en France, mais pour des biens qui pourraient être à l'étranger? Et puis la deuxième question, ça concernait la nécessité de tracer les ressources issues notamment de grands groupes.
Je prenais l'exemple de Suez, c'est une question que j'ai mise dans le chat, je prenais l'exemple de Suez, si on reçoit de l'argent par exemple de Suez en France, mais qu'on sait que Suez a de nombreuses filiales à l'étranger, est-ce que du coup on est sous le coup de cette déclaration? Excellente question. Vous vouliez répondre? Non, c'est ce que j'avais pas le micro. Ah oui, pardon. C'est une excellente question, enfin un trio de questions tout à fait pertinentes sur lesquelles on n'a pas forcément une réponse fixe sur tous les sujets. Et la réponse qu'on vous donne, c'est la réponse à ce jour. Parce que on remonte les questions au fil de l'eau. Alors pour ce qui est des entreprises françaises ou étrangères, quand vous avez un groupe, si l'argent vient d'une filiale étrangère, c'est clair, c'est un fonds provenant d'étrangers. Si ça vient du siège qui est en France, qui est une société qui est matriculée en France, j'aurais tendance à vous dire qu'aujourd'hui, c'est un don français et que, sauf si vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y a un mécanisme de collecte de fonds venant de l'ensemble des structures étrangères et auquel cas, par prudence, vous mettriez dedans. Néanmoins, on va poser cette question parce que je préférerais vous répondre qu'à partir du moment où c'est une société française, il faut considérer que c'est des fonds français, mais comme ce qui est visé par la SILUCI ou par les entreprises, c'est qu'il n'y ait pas des faux nez, l'administration est très attentive à ça, et elle ne veut pas, par exemple, que des fonds de l'étranger soient versés à une structure française filiale ou ayant des intérêts qui rend ces sommes françaises et qui fait que ça ne rentre pas dans le fonds étranger. Donc ça, ils ont été assez clairs. Ils ont dit l'intermédiation par une société française ne rend pas les fonds, entre guillemets, venant de France, mais bien venant d'étrangers. Après, la question du lait. Oui, je t'en prie. Je me permettrais juste d'ajouter que dans l'esprit à la société française, si ces fonds, les filiales ont remonté des dividendes qui appartiennent à la société française, les fonds français, c'est des fonds français. Oui. Ce qui pourrait poser, à mon avis, difficulté, c'est si cette société française organisait un appel aux dons à ses filiales, officiellement, pour telle structure, pour le Secours catholique. Et là, effectivement, on peut avoir une difficulté. Mais je ne pense pas que ce soit la pratique la plus courante. Et puis, je pense qu'on peut, dans le cadre du partenariat qui est mené avec ces entreprises, dans le cadre du partenariat de mécénat, eh bien, faire préciser dans le contrat de mécénat par l'entité l'origine des fonds. Et si l'entité vous dit que ce sont des fonds français, que c'est une entité qui a pignon sur rue et que vous n'avez pas d'éléments qui vont pouvoir contredire cette information, ben vous en tiendrez aux éléments qui sont donnés. Il faut rester assez pratique sur ces points-là. S'il y a des attentions particulières de sociétés ben là, qui ont pignon sur rue et qui ont, je dirais, une traçabilité un peu moins forte, ben c'est là où il faudra faire preuve de vigilance et peut-être que par prudence, vous les intégrerez à un moment dans ce tableau. C'est là où l'exercice est un peu délicat, mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'excès inverse et mettre en place des cellules d'investigation auprès des mécènes pour savoir si les fonds qu'ils vous ont donnés viennent d'étrangers. De toute façon, techniquement, on n'en a pas les moyens de le faire. Donc, il faut déjà pouvoir faire en sorte que dans le contrat de mécénat, ce soit mentionné, de façon à ce que vous puissiez dire, écoutez, moi j'ai mis en place, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est dans le process qui est mis en place, vous devez rendre opposables les travaux que vous avez faits pour faire en sorte que vous êtes de bonne foi pour qualifier ces fonds étrangers ou français. Alors, il y avait d'autres questions. Il y avait des questions sur les héritages et sur les legs qui viennent de l'étranger. Voilà, il n'y a pas photo. C'est un légataire étranger, c'est des fonds qui viennent de l'étranger. Que ce soit post-mortem ou pas, il n'y a pas de photo. La question qui là est un peu plus pertinente, sur laquelle je n'ai pas forcément une réponse spontanée, c'est lorsque vous dites c'est un donateur français, mais c'est un bien étranger. Est-ce que l'apport de ce bien est considéré comme venant de l'étranger? J'aurais tendance à vous dire oui. J'aurais tendance à vous dire oui parce qu'il y a une traçabilité assez importante. On a connu ça déjà dans le temps passé
sur les fonds qui avaient été non déclarés par les donateurs sur le fisc français et qui avaient été sur des comptes en Suisse ou des comptes ailleurs. Et quand c'est arrivé, on se posait la question des risques de blanchiment, parce que ces risques de blanchiment, de lutte contre le blanchiment existent déjà depuis longtemps. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que vous avez tout intérêt à les déclarer comme des fonds venant de l'étranger. Et ce sera d'autant plus clair quand il s'agit, parmi les questions qui ont été posées, une assurance vie ou des placements, évidemment. Les placements sont encore plus simples. Les placements dans des comptes étrangers doivent être effectivement déclarés. Au-delà du fait que ça va donner lieu à une déclaration des comptes ouverts à l'étranger, déclaration fiscale, mais oui, ça rentre dans cette table d'avantages et ressources provenant de l'étranger. Du reste, on voit bien que dans le décret de décembre 2021, on nous met toute autre ressource à chaque fois. Donc, je pense que on veut vraiment balayer très très large sur ces questions. Et puis, ce qui est important, c'est dans le processus, on l'a rappelé tout à l'heure, mais je le redis, on va traquer les produits, parce que c'est ça qui va nous regarder, mais il faut avoir un œil assez ouvert, parce qu'il y a d'autres fonds, Pierre-Emmanuel l'a bien rappelé tout à l'heure, hein, les prêts, les apports, tout ce qui ne va pas passer comptablement en classe 7 va quand même être visé. Donc, il faut bien, dans le process que vous mettez en place, on a dit l'analyse des flux, l'identification des flux nouveaux, il faut que cette identification des flux nouveaux ne soit pas que sur les classes 7, que les produits, mais bien sur l'ensemble des fonds, et d'autant plus dans les fonds de dotation, parce que souvent les fonds de dotation, en tous les cas ceux qui ne font pas appel à la générosité publique, les fonds arrivent directement en fonds propres, en dotation, et donc ça rentre dans l'annexe qui est un joint au compte de. Je me permets de compléter parce qu'on avait une question sur les legs également dans le chat, sur ce qu'il convient donc de mentionner dans l'état annexe. Doit-on mentionner les mouvements de fonds ou les acquisitions de biens en attente de vente? Les mouvements de fonds ou les acquisitions de biens. Vous avez un legs, vous avez une acceptation de legs. Si c'est un bien qui a destination à être vendu, on connaît maintenant le mécanisme de comptabilisation lié au nouveau plan comptable. À partir du moment où il rentre, c'est une ressource. D'accord? Donc, il se trouve que tant qu'il n'est pas vendu, on le met sur un compte d'actifs provisoires et on met en face le produit, et le produit est neutralisé par la constitution d'un fonds reporté. Mais cette ressource est déjà dans les comptes. Donc, bien sûr, vous ne le mettrez pas deux fois. Vous ne le mettrez pas lors de l'arrivée et puis lors de la vente des fonds. Voilà, c'est. Ça fait partie des questions qu'on pourrait éclaircir sur cette question-là. Normalement, on le met à l'arrivée, mais. C'est l'arrivée dans le patrimoine, c'est là. Après, on pourrait se poser des questions. J'ai un donateur français qui me donne un immeuble. Je le considère donc comme une ressource venant de France. L'immeuble est vendu à un étranger. Donc là, il va bien y avoir des sommes d'argent qui vont arriver provenant d'étrangers. Donc là, il faudra l'intégrer dans le compte annuel. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif dans le petit manuel, ou la petite procédure de description. D'abord, je pense qu'il faut avoir la modestie de dire que ce process, il va être un peu évolutif et vous allez rajouter des paragraphes au fur et à mesure que vous voyez des cas à traiter. Hein. Et il faudra typiquement tracer ce type d'opération pour que vous puissiez ne pas passer à travers. Du coup, ça me fait penser à un point, une précision que nous n'avons peut-être pas apporté quand on parle parmi les ressources, les avantages des ressources pendant l'étranger. Il s'agit de ressources effectivement encaissées ou acquises. Voilà, c'était un point qui me paraît important de préciser. Ok, je vais passer la parole à Guillaume avant de repasser sur les questions dans le chat. Oui, bonjour, Guillaume Anguet, Oxfam France. Alors, je crois que la question était déjà passée dans le chat, mais j'aurais bien aimé savoir si on a déjà des clarifications sur la distinction entre résidence et résidence fiscale. Et savoir si, parce que l'adresse donnée par les donateurs dans les formulaires de dons ou les différents docs, c'est une adresse du donateur.
ce qui ne garantit pas du tout que ce soit la résidence fiscale. Est-ce qu'on peut considérer que c'est suffisant comme information parce que demander une telle info serait trop d'efforts, ou est-ce que… La réponse, je pense que c'est la résidence fiscale. Dans le décret, c'est très clair si on parle de résidence fiscale, ça c'est sûr. Alors après, est-ce que c'est suffisant de… là, je crois que c'est une gestion des risques. Non, mais encore une fois, il faut qu'on sache être raisonnable. Entre le coût de collecte et les process de collecte et l'utilisation des données qui en sont faites, dans tous les cas, on est toujours assez attentif à ça. Il y a un texte de loi qu'il faut respecter, donc on se met dedans. C'est la résidence fiscale qui est visée. Dans les cas les plus classiques, la résidence de domicile et la résidence fiscale. Ça peut être différent. Donc, il faut pouvoir donner le moyen au donateur d'exprimer le fait qu'il y ait une résidence fiscale autre que sa résidence principale, sa résidence, son adresse qu'il vous donne en tant que donateur. Maintenant, vous n'allez pas faire ça dès le 1er euro. Donc, vous avez peut-être un questionnement sur un certain nombre de dons importants, de faire préciser ces éléments-là. Je me vois mal mettre ça en place sur chacun des premiers dons. Mais la réponse à la question, c'est la résidence fiscale qui est visée. Sachant qu'aujourd'hui, un certain nombre de structures ont mis dans leur questionnaire, on l'a vu tout à l'heure, la résidence. Et je pense que c'est pas forcément ce qui est important, c'est peut-être de préciser dans le formulaire, pas simplement le terme résidence, mais résidence fiscale, ce qui a l'avantage au moins d'avoir donné la possibilité d'avoir l'information déclarative, et après, vous n'avez pas les moyens de contrôler la déclaration. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la formulation de la question que l'on pose sur notre CRM qu'on va se protéger, que l'on va se donner les moyens de collecter l'information. Et après, les informations sont incontrôlables autrement. Après, il y en a qui disent dans le cadre parce que la lutte anti-blanchiment peut faire partie aussi de la nature intrinsèque de la mission que vous êtes amené à porter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément là pour favoriser le blanchiment de l'argent ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas non plus incongru que d'expliquer, comme on explique que l'on fait preuve de transparence financière et que l'on publie les comptes et qu'on donne un certain nombre d'informations, que l'on dit que l'on veille aussi en tant qu'entité responsable à une bonne traçabilité des fonds et des luttes anti-blanchiment, et que cette loi qui vous est imposée rentre dans ce cadre-là. Après, vous avez mille et une manières de l'expliquer dans les règles. Après, vous pouvez être aussi opposé à ce texte, mais à un moment donné, il faut le respecter parce que ça fait partie des lois et des règlements qui sont applicables sur nos entités basées en France. Alors, je voudrais juste rajouter, il ne faut pas perdre de vue que certaines structures, organismes qui font des campagnes d'appel aux dons par téléphone, par grand rassemblement, n'hésitent pas des fois à rappeler les gens pour dire « Est-ce que vous nous confirmez bien que vous avez fait un don de 5 000 euros ou de 1 000 euros ?» Et il y a des procédures quand on fait des campagnes d'appel aux dons de ce type-là. On pourrait tout à fait envisager qu'on se fasse confirmer par téléphone par la personne qui nous a déclaré qu'il y a 10 000 euros de dons. Ben on met une procédure, on rappelle la personne pour s'assurer qu'elle est bien. Le rappel, ça a un certain coût, donc l'idée, c'est pas de monter en place ça pour répondre à cette question, mais dans le cadre des process que vous avez qui existent de validation des dons, d'y intégrer une question relative à cette question, de façon à vous prémunir et d'expliquer en cas de contrôle que les moyens que vous avez mis en place, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que vous ne pourrez pas demander à 100% les éléments. Si vous n'avez rien mis en place, ou si ce que vous avez mis en place est beaucoup trop light et vraiment très superficiel, ça pourra vous être reproché et on pourra vous dire s'il y a des fonds qui viennent d'étrangers que vous n'avez pas mis en place les dispositifs pour le mettre. Si vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs, c'est comme toute notion de contrôle interne, que vous avez tout validé et qu'il est arrivé un incident, eh ben, vous pourrez néanmoins justifier que ce qui a été mis en place devait permettre de valider tout, mais que ce point-là,
vous n'aviez pas les éléments tangibles qui vous permettaient d'y répondre. Je pense qu'il faut vraiment rester dans cet état d'esprit, de trouver toujours le juste milieu entre le 100% et le coût que ça représente pour aller chercher, mais ne pas se satisfaire d'un contrôle. On a mis sur notre site qu'on n'acceptait que les noms français. Non, ça ne peut pas exister. Ça veut dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne vous empêche pas de faire des responsabilités. On va avancer, c'est Oui. 10h21 et Oui, je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat. On va peut-être revenir sur les structures concernées, donc peut-être revenir sur le slide en question, car quelqu'un demandait de repréciser le texte de référence pour les associations loi 1901. Donc, voici le texte. Il est là. Et ensuite, il y avait des précisions qui étaient demandées pour le calcul des 153 000 € de dons. Oui. Donc, comment ce seuil était calculé? Est-ce qu'il s'agit du cumul des ressources en provenance de la France et de l'étranger? Oui. Oui, c'est tout dans ce service d'ouvrir droit à un reçu fiscal. Que le reçu soit émis ou pas émis, on a vu qu'il y avait une obligation de l'émettre. Très bien. Donc là, c'était les questions pour les structures concernées. Ensuite, nous avions des questions très pratiques, mais auxquelles vous aviez... Maintenant, je me permettrai juste de dire que l'EAR concerne tous les dons et les avantages et ressources en provenance de l'étranger, même si on est en dessous de 153 000 €. C'est important que le seuil de 153 000 € crée une obligation de commissariat aux comptes, dans certains cas, crée une obligation de publication des comptes, etc. Mais il n'y a pas de seuil sur les avantages, sur l'état des avantages et ressources qu'on met en annexe. Il y a un seuil de 15 300 pour les associations exerçant une activité de culte ou congrégation, mais pour les autres associations sur le AR, il n'y a aucune limite minimale. Et les dispositions ne doivent pas changer sur ce point-là. Non. Voilà. C'est pas tout à fait dans l'esprit. Voilà. S'agissant de la provenance, quelqu'un nous demande si les tomes hors régime fiscal français peuvent être concernés. Les tomes hors régime fiscal, ça reste l'État français, en fait, donc non. Mais en revanche, ça me fait penser à une question qui a été posée, c'est quand on dit État étranger, là c'est dans l'UE et hors UE. Voilà. Oui. Qu'on soit Union européenne ou pas, c'est considéré comme des États étrangers. Ensuite, nous avions des questions sur le détail dans lequel il convient d'aller. Je vous retrouve les questions. Dans le tableau Non, sur, par exemple, un exemple très pratique d'un événement de levée de fonds à l'étranger, avec une entité qui serait donc un intermédiaire et qui serait en charge de reverser les fonds à l'association en France. Est-ce qu'il conviendrait de lister l'ensemble des personnes physiques qui ont fait un don via cet intermédiaire, ou est-ce qu'il convient uniquement d'indiquer le total qui a été reversé par l'intermédiaire? C'est une question qu'on connaît depuis longtemps sur les reçus fiscaux. Hein. Vous avez quelqu'un qui vous envoie un reçu fiscal et qui vous dit ça provient d'une collecte que j'ai faite auprès de telle personne, notamment à l'occasion d'enterrement, etc. On est dans une situation où on ne peut pas émettre un reçu fiscal à cette personne. Donc c'est pour ça qu'on dit on veut avoir le virement, on veut avoir l'élément pour pouvoir émettre le virement à cette personne. Là, je crois que c'est exactement pareil. On peut identifier l'intermédiaire est français, il reçoit des fonds d'étrangers, c'est un intermédiaire, c'est des fonds qui viennent de l'étranger, et il faut avoir le détail par état d'où ça vient pour pouvoir remplir le truc. Oui, on n'est pas obligé d'avoir les noms, il suffit d'avoir ce qu'on appelle des personnes physiques. Voilà, là, il faut avoir le détail. La réponse était de savoir la question était de savoir si on devait détailler les personnes qui avaient. Non, mais on peut dire on ne demande pas dans l'état des avantages et ressources, on ne demande pas les noms. On demande simplement si c'est une personne physique ou une personne morale. Donc il faut bien mettre personne physique, il faut mettre l'INALI, personne physique. En réalité, s'il y a eu 100 donateurs, en théorie, on devrait mettre 100 personnes physiques qui sont nées le 15 juin. En théorie. Et s'agissant des dons qui proviennent des bureaux ou de missions à l'étranger, sont-ils également concernés? Oui.
Tout à fait. Et là, de la même manière, il y avait une question sur le détail. Est-ce qu'il faudrait également donner le détail des donateurs, s'il y a des dons qui seront Pas le détail des donateurs, c'est le détail des pays, mais aussi avec les structures, si c'est une association, si c'est un consortium. Je pense que ça dépend aussi du rôle de l'intermédiaire, en fait. C'est que soit c'est effectivement un intermédiaire, et dans ce cas-là, il faut donner le détail de l'origine, soit il est opaque. Voilà. Et dans ce cas-là, on indique simplement que c'est le bureau du Vietnam qui donne. Voilà. C'est un trust suisse. C'est un trust suisse, mais vous ne savez pas qui est dans le trust. Vous ne savez pas de quelle nationalité. Pour même avoir les personnalités françaises dans ce cas de trust suisse, mais peu importe. Ça vient de Suisse, c'est étranger. Il faut le mettre dans le. Et si c'est pareil pour une fiducie, derrière une fiducie, on peut avoir des personnes physiques et on mettra le nom de la fiducie. Ouais. Le tout, c'est de savoir est-ce que l'intermédiaire intervient de façon transparente ou non. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, c'est une association locale qui a organisé une campagne de quelque chose et qui dit on va donner 20% à telle structure, 20% à telle structure et 20% à telle autre. Là, c'est l'entité. Là, c'est l'entité. Ou si c'est l'organisme français qui a demandé à une structure d'organiser une campagne d'appel aux dons pour elle et qui est complètement transparente. Et là, on peut avoir le problème du détail. Une question sur les fonds issus du parrainage ou des opérations lucratives commerciales, si elles étaient également concernées. Oui. Même les prestations de services. Même les prestations de services. Une question également de savoir si les reçus fiscaux conditionnaient en fait le fait d'être soumis à cette obligation. Par exemple, si je n'émets pas de RF pour tous mes dons en nature, est-ce que ça me permet de sortir du champ Comme on l'a rappelé, les avantages et ressources, c'est pas les dettes des dons, mais pas que. Donc, même si on n'émet pas de reçu fiscal, on sera soumis à cette obligation. Et alors, qu'en est-il par exemple, si je reçois des dons, mais que le donateur ne souhaite pas avoir de reçu fiscal et donc que je ne peux pas avoir l'information relative à son adresse? Là, c'est une vraie question, parce que vous ne pouvez pas recevoir des fonds d'origine inconnue. C'est-à-dire que quand vous recevez 1 million d'euros, et on vous dit c'est une banque étrangère, vous demandez à la banque si l'origine des fonds est propre. Si la banque ne peut pas vous répondre ça, en dehors de ce texte-là, vous ne pouvez pas accepter les fonds, même si c'est 1 million d'euros, parce que vous pouvez être mis en responsabilité sur des questions de complicité, sur le blanchiment d'argent. Donc là, il faut être assez clair là-dessus. D'une manière générale, quand vous ne pouvez pas recevoir de l'argent sans savoir quelle est la contrepartie qui vous reste. Le versement spontané de 10 000 euros tous les mois qui arrive comme ça, je ne savais pas d'où ça vient, mais ça arrive, je suis content. Non. Je vous rappelle que la réception des fonds fait l'objet d'une acceptation par fonds, que vous pouvez refuser des fonds qui vous sont donnés. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, dans le cadre de la relation, vous demandez si ça vient de l'étranger. Le cas que je citais tout à l'heure, d'une banque qui vous dit, ben voilà, ça vient d'un donateur de tel pas, ben, vous remplissez le formulaire. Mais ça, c'est important, et c'est au-delà de ce texte-là. Il y a des choses qui sont déjà applicables. On a eu à traiter déjà les années précédentes. C'est sûr, c'est important d'avoir une traçabilité. Vous n'êtes pas forcément obligé de communiquer comment ou pourquoi. Maintenant, vous devez communiquer l'origine des fonds. Mais vous ne pouvez pas avoir des recettes qui arrivent, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça, ça met en cause votre propre responsabilité. Après, le donateur est libre ou pas de demander un reçu fiscal s'il en a envie ou pas. Ah oui, il n'est pas obligé d'avoir un reçu fiscal, mais vous voulez savoir d'où ça vient. Exactement. Vous savez, les donateurs anonymes, c'est les donateurs qui ne sont pas anonymes pour l'association. Ils sont anonymes parce que l'association n'en parle pas, parce que l'association ne fait pas état en assemblée générale du donateur, ou même en conseil d'administration, si le donateur a souhaité être anonyme, mais il y a quelqu'un en charge de la gouvernance qui s'est assuré qu'il y avait bien un donateur et que ce donateur anonyme respectait les règles de financement. Et puis, je vais vous dire aussi autre chose, c'est pour une vraie question d'indépendance. Parce que si vous recevez des fonds, vous ne savez pas d'où ça vient, vous pouvez avoir demain, au-delà des problèmes juridiques, des problèmes éthiques qui vous arrivent et qu'il vaut mieux séparer. Donc moi, je vous invite à beaucoup de prudence sur ce sujet. Alors, faut-il accorder une vigilance particulière s'il s'agit de dons en cash?
Ah ben, de toute façon. En dehors de cette obligation, une fois encore, oui. Alors, les dons en cash, ça dépend lesquels. Hein. Il y a des dons en cash des quêtes. Donc là, je pense que les uns et les autres autour de la table, vous connaissez bien ces mécanismes et ça a été suffisamment, il y a eu suffisamment de travaux par les uns, France Générosité et autres sur la manière de bien organiser ce type de collecte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme C'est-à-dire que s'il y a une valise s'il y a une valise, piège. Ouais. Non, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. S'il y a une valise qui vous est de vous ne pouvez pas l'encaisser et la mettre comme ça. Là, il faut faire très, très attention sur les questions de complicité de blanchiment. Vous n'êtes pas bénévole, vous n'êtes pas salarié dans une entité d'intérêt général pour supporter les conséquences d'opérations de blanchiment. Donc, à un moment donné, il faut juste être raisonnable et se dire ce type de financement n'est pas fait pour cette entité. Et il faut être assez strict, je pense, sur ce mode de relation avec les fonds sans origine. Il y a encore une question? Quelques-unes. On va bientôt terminer. S'il s'agit de tracer les fonds ou les signatures de contrats. Tracer les fonds ou les signatures de contrat, c'est-à-dire Peut-être par oral, la personne qui a posé la question, peut-être. Si la personne est toujours connectée. Oui, c'est. Oui. Excusez-moi, oui, bonjour. Je suis Guylaine Baraston de Médecins du Monde. Donc ma question, c'était, en fait, on peut s'engager sur un financement avec un bailleur sur du pluriannuel. On va utiliser les fonds en compte de classe 7 au fur et à mesure de l'utilisation pour le financement, mais on peut recevoir les fonds numéraires sur un temps qui est complètement différent de l'utilisation des fonds. Donc, en fait, je veux savoir si on doit déclarer l'arrivée des fonds sonnants trébuchants sur les comptes ou si on doit déclarer l'utilisation de la classe 7, en fait. Je pense que là, on a été assez clair, mais c'est l'encaissement. C'est l'encaissement en trésor. Ouais. Alors, par contre, j'étais à l'origine de la question sur les legs. Là, par contre, Oui. on trace l'arrivée à la signature du leg de, par exemple, un appartement. Je prends conscience à la formulation de votre question, madame, que on a tout intérêt à corriger ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et que de dire que la publication se fait à l'encaissement et à l'encaissement du leg de la vente du bien. Et je corrige donc en ce fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sauf un peu confus. Sauf dans le cas où vous prendriez la décision de conserver le bien. Ah oui. Ou à ce moment-là, c'est à la date de votre décision de conservation. Non, mais je vous remercie de m'avoir permis de corriger ce petit écart. Je vous remercie beaucoup. Merci. Peut-être une dernière question sur le cas de fonds qui transiteraient par plusieurs pays. Il est évoqué le cas de fonds reçus d'un ministère haïtien, mais qui proviendraient de la coopération canadienne. L'origine des fonds, dans ce cas-là, est-il bien le Canada? Alors là, et alors je vais être plus perverse que ça, parce que imaginons que ces fonds soient français et aient envoyés en Haïti et que vous soient envoyés et on vous dit ça vient d'Haïti, mais c'est d'origine de donateurs français. Vous diriez quoi? Voilà. Donc je pense que moi j'aurais tendance à dire, mais on peut reposer la question, hein, mais j'aurais tendance à dire ça vient d'Haïti. C'est encore une fois, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, quelle est la transparence du donateur d'Haïti. S'il dit je vous reverse un financement de, etc. Là, je vous invite à écrire en fonction des cas particuliers et à entrer en dialogue avec votre commissaire aux comptes pour qu'il y ait une procédure écrite qui corresponde à quelque chose de traçable et de valable. Mais j'aurais tendance spontanément à dire ça vient d'Haïti, sauf si les fonds qui viennent d'Haïti sont très clairement identifiables. Vous n'avez pas d'autres, comme on a dit là sur le 4 bulles, vous ne pouviez ignorer que ça venait d'autres pays. Auquel cas, il faudrait remonter. Mais déjà, si vous mettez l'Haïti, c'est pas mal. Je vois Corinne qui lève la main. Est-ce que c'est pour une précision?
Oui, justement, je voulais répondre parce que moi, j'ai eu le cas et justement, dans le tableau, on a une colonne qui s'appelle caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource. Et donc, moi, j'ai eu le cas où ça a été versé par la Suisse, mais provenant d'un autre pays. Et donc, j'ai mis que c'était indirect. Parce que, Vous avez raison. voilà. Et là, il faut Et le donc, mettre sur la partie indirecte. voilà. Et puis, une autre question aussi, parce que j'ai rencontré le cas, pour vous répondre, et donc c'est bien le cash qu'on doit déclarer en 2023, puisque j'ai eu des provisions, enfin des produits à recevoir que j'avais enregistrés en 2022, et j'ai reçu les fonds en 2023, et donc c'est bien à déclarer en 2023 et Bien sûr. pas, voilà, Oui, oui. même si c'est Je un pense solde que- de 2022. Voilà, je pense Oui, que il n'y a pas de souci. vraiment la distinction, c'est les flux de cash dès lors qu'on est sur des flux monétaires et pour les choses en nature que l'on reçoit, ce qui est le cas quelque part d'un immeuble qu'on recevrait par legs et qu'on conserverait, on est bien à la date de l'acceptation du don en nature. Oui. Et je pense que cette distinction-là, dès qu'on a un flux de cash, on doit privilégier la solution cash, mais bien sûr sur la nature, sur les contributions en nature, on n'a pas d'infos. Donc, c'est bien la date où on accepte la contribution en nature. Je crois qu'on va Je devoir vais, arrêter. je vais Beaucoup de juste passer la questions. parole à Martine avant, puisqu'elle demande la parole depuis tout à l'heure, avant qu'on ferme cette partie Allez-y. questions-réponses. Oui, moi j'avais juste une question, mais qui a peut-être été répondue, je ne suis pas tout accrochée. En fait, donc là on est sur aussi de la lutte anti-blanchiment, et on reçoit des fonds provenant de coopérations étrangères, genre d'IFI, de coopération belge, luxembourgeoise et autres. On considère quand même qu'il faut les déclarer parce que c'est de Tout à l'étranger. fait. D'accord, ok. Tout à fait. Oui. Ok. Merci. Je vous en prie. On va devoir s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Vous avez nos adresses mail si vous avez des questions particulières. Diary, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup pour ces différentes interventions. Je sais qu'il reste quelques questions qui n'ont malheureusement pas été répondues, donc je ne sais pas dans quelle mesure il sera possible d'y répondre, mais je pense que vous aviez dit qu'une FAQ serait disponible, n'est-ce pas, François ou Pierre-Emmanuel? Alors, d'abord, toutes les questions, posez-les maintenant. Si vous en avez d'autres dans les jours qui viennent, vous avez les mails des uns et des autres, passez par directement ou via France Générosité. On travaille en étroite collaboration pour pouvoir relayer les questions auprès du ministère de l'Intérieur et du Bureau des cultes qui s'occupe de ça. Nous espérons fortement que l'ensemble des questions qu'on a posées et qu'on a abordées et d'autres feront l'objet d'une foire aux questions. Ils nous l'ont confirmé lors de notre dernière visite avec les représentants des différents cultes, puisque c'était avec les associations cultuelles. Donc, je pense que nous aurons ce document et plutôt on a l'ensemble de ces cas un peu particuliers, plutôt on peut les formuler pour qu'ils rentrent dedans. Dans la foire aux questions. À défaut, nous, on dira l'interprétation qui est la nôtre pour faire en sorte que mutuellement, dans les acteurs du marché, mais plus on peut le faire dire par l'administration, plus ça sécurise les positions qu'on peut prendre au nom de France Générosité ou au nom de la CNCC. Quoi qu'il en soit, le support va vous être diffusé et vous aurez nos adresses mail si vous avez des questions spécifiques. Voilà. Et la N'hésitez pas. présentation aussi qui est enregistrée vous sera diffusée. Donc, nous verrons après quels seront les canaux de diffusion, mais vous la recevrez. Et donc, merci beaucoup pour votre participation, votre disponibilité. Et comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir.